parce que vous allez vous rendre compte que sur le basket, par exemple, il n'y a pas du sprint au sens atteinte de Vmax, comme on pourrait l'entendre en athlé. Pareil en handball, pareil souvent en rugby et en foot. Jamais un joueur de sport co, il y a des mesures maintenant là-dessus. En football, jamais il atteint sa vitesse maximale comme il l'atteindrait sur un test de 40 mètres départ arrêté. Donc ça a deux conséquences énormes. Ça veut dire que si vous voulez vraiment tester tout son profil, il n'y a pas le choix, il faut faire un test spécifique de sprint. On est en train de travailler sur comment obtenir ça à partir des données GPS d'un match, mais pour l'instant... Et la deuxième conséquence, c'est que vous ne lui ferez jamais atteindre des zones de production de force, de vitesse, de dynamisme de l'appui, telles que celles qu'il va rencontrer ou qu'elle va rencontrer en sprint. Donc ça veut dire que le sprint à haute vitesse, c'est un exercice qui est irremplaçable. Il y a des choses, le temps de contact très court, la stimulation de force au sol avec temps de contact très court, la combinaison force élevée, temps de contact court, vous ne pouvez pas la simuler dans n'importe lequel des exercices isolés que vous pouvez me proposer, de plio, de ce que vous voulez. Vous imaginez que faire de la plio par-dessus des haies, c'est le plus intense de la pliométrie. Quand vous faites ça, vous produisez moins de force au sol par jambe que lorsque vous êtes à fond, et vous produisez un temps de contact qui est bien plus long que lorsque vous êtes à fond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul exercice isolé, sans assistance, à poids du corps, qui matche les conditions de force et de rapidité de temps de contact de la haute vitesse. Donc ça veut dire que quel que soit le sport, la haute vitesse, c'est un paramètre irremplaçable de stimulation de ces deux aspects-là. Temps court. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez à des athlètes pour les booster à mort Non, quand ils sont à fond la caisse, leur corps vit des trucs qu'il ne peut pas vivre autrement. Donc en fait, il ne faut pas enlever la haute vitesse du programme, tout comme il viendrait à l'esprit de personne d'enlever de la haute force d'un programme de prévention ou d'un programme de rééduc. Donc moi, je me bats pour ça avec beaucoup de gens, pour remettre la haute vitesse dans le game, parce qu'elle en est sortie, dans beaucoup de contextes, elle en est sortie, pour une raison qui est à la fois légitime et stupide. C'est légitime parce que effectivement, c'est à haute vitesse que parfois les athlètes se blessent. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais qui est stupide parce que si on raisonne comme ça, c'est un raisonnement à la Donald Trump. C'est-à-dire que Donald Trump, quand il y a eu les feux en Californie, il a quand même sorti, véridique, il faut couper un maximum d'arbres parce que, sauf erreur, c'est les arbres qui brûlent. Donc s'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'arbres qui brûlent. Mais en fait, quand vous avez ce raisonnement-là, c'est le truc qu'on disait en déconnant ce matin, si vous ne courez pas vite sur un terrain, voire que vous ne courez pas du tout, vous ne risquez pas trop de problèmes de lésions musculaires. Mais c'est un raisonnement qu'on ne peut pas tenir par rapport à la perf, puisque la perf en sport co, etc., demande du sprint. Donc en fait, et la Californie demande d'avoir des arbres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le raisonnement, il ne tient pas. Donc pour réinclure ça, on va voir un peu ensemble comment on profile, alors pas seulement l'aspect force-vitesse, mais la mécanique du sprint d'un athlète. Et donc je commencerai par le profil et on fera la méca après. J'aimerais bien rebondir sur ce que tu dis parce que du coup, moi, c'est la clé, c'est avec nos saisons où on gère du désentraînement. Ouais. C'est-à-dire que moi, la clé que j'ai trouvée actuellement, c'est. Alors, qu'est-ce que tu penses de la spécificité? Mais pour moi, cette année, on n'a pas encore de lésions musculaires parce qu'on s'entraîne bien au basket, on sprint au basket, on fait du basket, on fait dur la veille du match. C'est ça qui nous protège. Et l'année précédente, jour de match, pas de tape. Et pour moi, c'est de la haute vitesse et le plus spécifique aussi possible. Donc, c'est ça qui nous protège. Pour moi, c'est la clé, c'est la charge d'entraînement. C'est pas les petits exos, c'est d'être sur le terrain et d'être à fond, quoi. C'est obligé. Complètement d'accord. Ouais. En fait, il y a une dose appropriée de sprint par semaine, par séance, par mois. Et en dehors de cette fenêtre de sprint de dose appropriée, il y a un risque. Et en fait, je vais vous montrer tout à l'heure des études qui vont dans ce sens-là. Donc il y a un risque dans le sens de trop de sprint, ça c'est clair. Un joueur qui sprinte trop, qui joue trop, qui s'expose trop, il a un risque qui augmente. Et un joueur qui sprinte pas assez, qui ne s'expose pas assez, il a un risque qui augmente. En fait, c'est une courbe en U. Il y a une zone optimale qu'il faut essayer de réguler. Je dis bien essayer de réguler parce que si le joueur, c'est votre joueur essentiel et que vous avez plusieurs matchs de suite fondamentaux pour des titres, pour ce que vous voulez, et qui joue beaucoup, la seule chose que vous puissiez réguler, c'est le protéger en dehors pour pas qu'il sprinte trop, mais vous ne pouvez pas réduire le nombre de sprints dans un match. C'est pour ça que les footballeurs qui pètent un câble quand le coach les sort parce qu'on sait qu'ils sont en train de répéter des sprints et qu'il y a des échéances, ils sont stupides parce qu'ils ne raisonnent pas à long terme. En gros, si on laissait les joueurs sur le terrain autant qu'ils le veulent, ils ne finiraient pas les saisons.
à part certains extraterrestres comme Ronaldo ou autres qui sont, eux, hyper préparés et hyper, pour le coup, mécaniquement prêts. Donc le sprint protège, ça c'est clair.